enregistrement, on va parler de la transformer en Z rationnelle. Bon, c'est quoi la transformer en Z rationnelle? C'est lorsque notre notre fonction de transfert est donnée, ou bien une transformée en Z est donnée sous forme d'un rapport, d'un ratio de deux polynômes en fonction de Z moins 1. Donc, l'écriture, je répète, c'est l'écriture de la transformée en Z, quelle que soit cette transformée en Z, sous forme d'un rapport. Un numérateur et un dénominateur en fonction de Z puissance moins I plutôt. C'est pas moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Bon, et cette partie-là est très intéressante pour les systèmes linéaires invariants. C'est ce qu'on va utiliser dans l'étude des différents filtres, les filtres linéaires invariants dans le temps. Donc, soit supposons qu'on a un système linéaire invariant décrit par une équation aux différences finies, donc tel que xn, c'est l'entrée de ce filtre, et la sortie c'est y de n. Donc, on peut écrire l'équation aux différences par l'expression suivante. Donc, c'est la somme des a y n moins i. Donc, yn, c'est la sortie. Les yn moins i, tel que i varie de 0 à m. Les yn moins i, ce sont les retards. Dans ce système, on considère le retard. Bon. Et qui est égal à la somme des bi x n moins i. Bien sûr, i aussi varie de 0 jusqu'à une constante n. Les xi, ce sont les xn, c'est la première sortie, et les xn-i, c'est les sorties suivantes, avec le retard. Bon, si je fais la transformée en z de mon équation dans le temps, cette somme-là, qui est égale à cette somme-là, on retrouve gyn moins i, donc j'ai un retard dans le temps par transformé en z, et il est représenté ici par le décalage, le z moins i. La transformée en z de yn, c'est grand YZ. Les AI, ce sont des constantes, donc ça ne change rien. Bon, dans le premier enregistrement, on avait montré que la transformée en z on avait une des propriétés que la somme des sorties, la somme des, pardon, la somme des, voilà, la somme de plusieurs signaux, la somme de plusieurs signaux dans le temps, ça donne dans le domaine Z, ça donne la somme des différents transformés en Z des différents signaux. C'est pour cela, le signe somme, ça ne change rien. On a juste ici le retard, il est ici, en Z moins I, Y de Z. De même pour la partie de l'entrée. Donc, ça va être la somme de tous les signaux. BI, la constante. Le retard, moins I, représenté par Z moins I, X de Z. Et là, on va déterminer notre fonction de transfert H de Z, qu'on note H de Z qui est YZ sur X de Z. Et donc, c'est la somme des BIZ moins I, cette partie-là, BIZ moins I, il varie de 0 à n. Ça, c'est n, c'est pas un n, il y a une erreur. Ça, c'est grand N. Non, non. J'arrive pas à arrêter. Bon, je vais arranger plus tard, puisque c'est à ce niveau-là. Voilà. Voilà. La somme des BI, il varie de 0 à n, Z moins I, sur la somme des AI, Z moins I,
il varie dans ce cas de 0 à m. OK. À partir de cette équation-là, on va déterminer ce qu'on appelle les pôles et les zéros. C'est quoi les pôles et c'est quoi les zéros? Les pôles, bon, ici, si vous avez remarqué, on a cette écriture-là qu'on va écrire sous forme de rapport entre deux polynômes. Donc, soit un système linéaire invariant discret, donc il a sûrement une réponse impuissante h de n qu'on va déterminer à partir de h de z, qui est la fonction de transfert du système. Bon, il faut savoir, entre parenthèses, que tout système est défini par trois fonctions. La fonction, soit on connaît un système si on connaît soit sa réponse impuissante, sa fonction de transfert ou bien sa réponse fréquentielle. Ça, c'est important. Donc, tout système est défini. Bon, si on connaît l'une, on peut déterminer les autres. Il est déterminé soit par sa fonction, sa réponse impuissante, la réponse fréquentielle, grand H de f, soit la transformer, sa fonction de transfert, qu'on calcule à partir de la transformer en z de h de n. Donc, on note h de z. Ici, la somme des i qui varie de 0 jusqu'à n, biz moins i, j'ai repris l'expression de tout à l'heure dans le slide juste avant, est égal. Donc, si je décortique cette somme en haut et en bas, je vais trouver B0, Z moins 0. Donc, Z puissance 0, c'est 1. Il me reste le B0. Plus B1, Z moins 1. Plus B2, Z moins 2. Ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur que I va prendre, qui est N. Bn, Z puissance moins N. Je ferai la même chose pour le dénominateur. Donc, je vais avoir A0, Z, Z puissance 0, donc c'est 1, plus A1, Z moins 1, plus A2, Z moins 2, jusqu'à AM, Z moins M. D'accord? Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris en facteur le plus grand exposant. Et j'ai considéré que B0 sur A0, j'ai pris dans le numérateur B0 en facteur et dans le numérateur le A0 en facteur. Si je prends A0 en facteur et Z moins N en facteur, pour le premier facteur, c'est un Zn. Regardez, si je multiplie B0 Z moins N par Zn, je retrouve Z puissance moins N plus N, donc c'est 1. C'est Z puissance 0, c'est 1. Il me reste le P0, ce premier facteur-là. D'accord? Attends, je vais essayer. Non. Voilà. 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 Lorsque je prends le B0, ce B0 et Z moins 1 en facteur, donc ce point-là, c'est celui-là. Donc, pour le deuxième, je prends B0 en facteur, donc je vais avoir B1 sur B0. Je prends et j'ai pris Z moins 1 en facteur. Donc, c'est Zn, le moins 1, le Z puissance moins 1, le voilà. C'est ça. Et le Zn, parce que j'ai pris en facteur Z moins 1, donc je mets dans mon équation le Zn. Ainsi de suite jusqu'au dernier terme. Vous pouvez le faire, c'est très simple. Jusqu'au dernier terme, lorsque je prends B0 en facteur, donc je vais avoir Bn sur B0 et je prends Z moins 1 en facteur. Il me reste aucun facteur en Z. Donc je vais avoir Bn sur B0.
De même, je vais faire en dénominateur, je prends A0, le Z-N, le dernier Z en facteur. Donc, je vais avoir Zn, M plutôt, plus A1 sur A0, je ne l'ai pas écrit, mais c'est la même chose. A1 sur A0, Zn, M moins 1, plus jusqu'à AM sur A0. Pourquoi je fais ça? Je veux écrire h de z sous forme de deux polynômes, un au numérateur et l'autre au dénominateur. Et donc, voilà mon numérateur, c'est cette équation-là. Pardon. Voilà mon numérateur. Cette expression-là, je la note comme étant n de z, c'est un polynôme. Donc, c'est une équation d'ordre n, plutôt de degré n. Et au dénominateur, j'ai un autre polynôme de degré m dans ce cas-ci. D'accord? Bien sûr, le B0 sur A0, c'est une constante, ça reste une constante. Le Z-N sur Z-M, je fais monter le Z-M au numérateur, je retrouve Zm-N. Et là, on va dire que M de Z, qui est le numérateur, bon, on le note grand N pour dire numérateur, possède combien? N racines simples ou multiples en Z. Z1, Z2, Z3 jusqu'à Zn. On appelle ces racines-là les zéros. Donc, ce polynôme-là, entouré en haut, c'est un polynôme de degré, on a dit n, donc il va avoir n racines. Ces racines peuvent être simples ou multiples, qu'on va appeler les zéros, et le dénominateur possède m racines simples ou multiples qu'on va noter P1, P2, P3 jusqu'à P1. Et on les appelle les pôles. Cette notion-là, ou bien cette partie-là, est très importante. Donc, essayez de comprendre correctement parce que c'est à partir de là, bon, cette partie-là va me permettre de faire l'étude des systèmes linéaires invariants. Donc, en d'autres termes, si le numérateur possède n racines et le dénominateur possède m racines, donc je peux écrire ma fonction de transfert h de z sous forme, ça c'est la constante, bon, les termes ont, bon, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas monté, bon, je l'ai fait ici. Cette partie-là, elle ne change pas, elle reste telle qu'elle est, et comme grand N de z, c'est une équation de degré n, donc je peux l'écrire sous la forme en fonction de ses racines, de cette équation-là. Donc, ça va être z moins z moins 1, z moins z1. Z1, c'est une des racines du polynôme grand N de z. Z moins z2, z moins z3, ainsi de suite jusqu'à toutes les racines. De même pour le dénominateur, puisqu'il possède m racines, et on note les solutions comme P1 jusqu'à P1, petit P1 jusqu'à petit P1, P1, P2, P3, ainsi de suite. Donc, on aura A0, Z-M, Z-P1, Z-P2, Z jusqu'à Z-P1. Et donc, vous voyez, du signe somme, on retrouve, là, ça va être K, c'est B0 sur A0, c'est une constante, Zm-N, on a vous pouvez le voir à partir d'ici pour cette partie-là. Donc, et ça n'est autre que cette équation-là. Et donc, il me reste ça, je peux l'écrire comme étant le produit de m solutions, n plutôt, dont le numérateur c'est n solutions, de z moins i. C'est le produit de tous les z moins z, z indice i maintenant. L'indice, c'est pas comme l'exposant de tout à l'heure.
c'est un indice, ça va me donner Z, Z1, Z2, Z3, toutes les solutions. Et de même, on va prendre pour le dénominateur. D'accord? Bon, je vais effacer ça. Je passe au slide suivant. Voilà. Là, j'ai réécrit ma fonction de transfert pour pouvoir étudier bon, le système si vous voulez. Ça, c'est la fonction de transfert, n'oubliez pas. C'est la fonction de transfert du système. Donc, en d'autres termes, ce qu'il y a à l'intérieur de mon système. Donc, si M supérieur à grand N, ça veut dire j'ai le dénominateur, le degré du dénominateur est supérieur au degré du numérateur. On va dire que h de z possède m moins n 0 en z puissance 0. Pardon, en z égale à 0. Ça va, regardez ici. Si m supérieur à n, regardez, si m supérieur à n, le m moins n est une valeur positive. Si c'est une valeur positive, je vais avoir ici z. Z puissance 1, 2, 3, je m'en fous. Donc, suivant la valeur de m et n, ce z-là, si vous voulez, il va appartenir au numérateur. Donc, la solution, lorsque j'effectue la solution de h de z, je trouve que j'ai une solution qui correspond à z égale à 0. Et ça, c'est un 0. On appelle ça, n'oublie pas, le numérateur, les solutions du numérateur, ce sont les zéros. Les solutions du dénominateur, ce sont les pôles. Donc, on va avoir, pardon, on va voir combien de solutions. On va voir, on va avoir un 0 à l'origine, puisque je vais avoir z égale à 0. Ici, une des solutions de h de z, c'est z égale à 0 au numérateur. Maintenant, si m est inférieur à grand M, ça veut dire le m moins n, c'est une valeur négative. Donc, lorsque je mets h égale à 0, le z, et il devient au dénominateur. Ça va. Je vais avoir par exemple si m moins n égale à 1, donc, m moins n égale à moins 1. Ça veut dire que je vais avoir 1 sur z. Lorsque j'effectue les solutions de h de z, je la prends en fonction des pôles. Et une des solutions de l'équation au dénominateur, ça va être z égale à 0 ou bien bon, P1 égale, si vous voulez, P égale à 0. On aura donc n moins 1 pôle en z égale à 0. Ça, c'est important. Bon, les zéros de h de z sont les valeurs de z pour lesquelles h de z égale à 0. Et les pôles de h de z, ce sont les solutions du dénominateur. Et si j'ai un 0 au dénominateur, donc h de z égale à une valeur sur le 0, c'est l'infini. C'est pour cela on dit les pôles de h de z sont les valeurs de z pour lesquelles h de z égale à l'infini. D'accord? Donc, pour calculer les zéros, je considère que le numérateur est nul, donc h de z égale à 0. Pour calculer les pôles, je considère que le dénominateur égale à 0 et donc h de z tend vers l'infini, bien égal à l'infini. Donc h de z est complètement déterminé par la position de ces pôles et de ces zéros, ainsi que par le facteur d'amplitude k. Donc si on connaît les pôles et les zéros et la constante, donc on connaît h de z. Donc, on connaît la fonction de transfert du système, donc on connaît, si vous voulez, la nature de notre filtre. C'est une des applications.
Donc, on a ici quelques remarques. Les pôles et les zéros indiquent le comportement du système, tandis que le facteur K n'intervient que sur l'amplitude. C'est ce que je viens de dire, que si je connais P, les pôles et les zéros, donc je sais comment mon système se comporte. En d'autres termes, et on va le voir tout de suite, bon, euh, bon on va le faire en présentiel. Que si je connais les pôles et les zéros, donc je peux dire que si j'ai un passe-bas ou bien un passe-haut ou bien un coupe-bande, donc je peux reconnaître la nature de mon filtre. Bon, la position de ces pôles et de ces zéros, plus le facteur d'amplitude, K, on a dit tout à l'heure que c'était B0 sur A0, fournit une description complète de H de N. Et si je dis H de N, c'est la même chose que H de N et H de F. Donc, du comportement du système. Bon, c'est à peu près la même chose, ces deux remarques-là. Bon, H de Z, représenté sous la forme d'un cercle modélisant, indiquant la position des pôles et des zéros dans le plan complexe. Bon, ça c'est pour H de Z. Elle va être représentée dans le plan complexe à partir de ces pôles et de ces zéros. Donc, si je prends H de Z, le cercle complexe, dans le plan complexe, je vais placer mes pôles et ces zéros. Donc, c'est la représentation de H de Z. Donc, on va le voir. Dans la plupart des systèmes, les AI et les BI sont réels. Par contre, les pôles et les zéros sont soit réels, soit de paires de complexes conjugués. Donc, les AI et les BI sont des réels. Mais les pôles et les zéros peuvent être conjugués ou bien réels ou bien complexes. Mais s'ils sont complexes, ils doivent être représentés en paires de conjugués. Et lorsqu'on arrive à la représentation, on va reparler de cette dernière remarque-là. Vous allez comprendre. Puisque H de Z est modélisé par un cercle, dans le plan complexe, c'est tout à fait. Bon, on va le voir après. Maintenant, on va voir ici ce qu'on appelle système tout zéro. Un système est dit tout zéro lorsque m égale à 0. Donc, si m égale à 0, cela veut dire quoi? Que A1 égale à A2 égale à jusqu'à AM sont nuls. Je vais revenir à cette équation-là. Voilà, non, celle-là. Bon, je préfère la première qu'on a utilisée, celle-là. Voilà. Regardez, si je considère m égale à 0, il me reste quoi? A0, y de n égale à cette équation-là. Donc, dans la sortie, on n'a pas les sorties anciennes. C'est tout. D'accord? Je reviens à mon slide. Donc, si m égale à 0, donc il me reste juste le y de... Bon, je vais revenir encore une fois pour expliquer. Donc, A0, ici j'ai dit, il me reste juste le A0Y de n qui est égal à cette somme-là. Et dans le plan complexe, il me reste quoi? Je vais avoir A0, Y de Z. A0, Y de Z. Lorsque je calcule H de Z, donc je vais avoir YZ sur X de Z, donc ça va être B, la somme des B et Z moins I, mais j'ai la constante 1 sur A0. C'est tout. Je reviens. Il manque un A0. Il a la constante 1 sur A0. Il manque ici le A0. Je rajouterai plus tard.
Ça, si je considère le A0 égale à 1, je pense que j'ai considéré A0 égale à 1. Je ne l'ai pas noté au moins. Non. Bon. Bon, si je considère, bon, dans cette équation-là, on considère que A0 égale à 1. Bon, c'est le cas général. Donc, ma fonction de transfert h de z est égale à la somme des BI z moins i. C'est le plus important. D'accord? Il varie de 0 jusqu'à n. Et donc, là, je fais entrer, je prends en facteur n sur z puissance n. Donc, et je dois multiplier par Zn ici, pour avoir cette écriture-là, pour dire que le polynôme numérateur possède n racine. C'est la même chose qu'on a fait ici, dans cette équation-là. On a pris Zn en facteur. C'est pas Zn en facteur, plutôt, pardon. On a pris Z moins n, on a fait la même chose, mais on a considéré que Z moins n en facteur. Donc, dans ce cas-ci, on aura cette expression-là. On a pris Zn et Z moins n au facteur. Donc, au dénominateur, ça devient 1 sur Zn. Bon, le polynôme numérateur possède n racines, pour dire qu'on a n racines, comme tout à l'heure. La réponse impuissonnée de ce système est de type fini. On appelle ça, c'est la réponse d'un système de type fini. Donc, c'est fini, c'est pour dire réponse impuissonnelle finie. On a un exemple ici. En général, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé X. Bon. Regardez, soit j'ai un signal x de 1 qui est égal à delta n plus 2 delta n moins 1 plus delta n moins 3. Donc, il me demande de calculer sa transformée de Fourier. Pardon, sa transformée en Z. Pour la transformer en Z, donc j'ai x de n, directement c'est x de z. Bon, ici j'ai écrit la définition, c'est la somme. Lorsque n varie de moins l'infini à plus l'infini, x de n, z moins n. Donc j'ai remplacé x de 1 par son expression. Et nous, on sait que la transformée en z de delta n, c'est 1. La transformée Fourier de 2, c'est une constante, donc on met 2 directement. La transformée en z de delta n moins 1, on voit le décalage ici, et il est représenté par z moins 1. Et la tz de l'impulsion, c'est 1, donc c'est 2z moins 1. De même ici, la transformée de Fourier de delta n moins 3, je vois avec le décalage, c'est z moins 3. Et la transformée de Fourier de Dirac, c'est 1. Donc, je mets ça. Regardez ici, comme on l'a fait tout à l'heure. Je prends z moins 3 en facteur. Je vais voir. Bon, z moins 3 en facteur, je peux l'écrire 1 sur z puissance 3. Facteur de z puissance 3 plus z 2z au carré plus 1. Ici, si je veux faire la représentation des pôles et des zéros, je dois résoudre cette équation-là. Tout d'abord, regardez, j'ai combien de pôles? J'ai 1 sur z au cube. Lorsque je mets z à l'infini, donc le dénominateur doit être égal à 0. Donc j'ai 3 pôles. Les pôles et les zéros, c'est tout petit. Je ne sais pas si je peux l'augmenter. Ce sont des croix. On représente les pôles par des croix. Ils sont à l'origine. Regardez, ces croix. Il y a juste à côté écrit 3 pour dire que j'ai 3
pôle à l'origine. Et là, pour le réel, j'ai une solution. Ça, c'est le plan Z. Donc, ça, c'est le réel. L'axe réel, c'est l'axe horizontal. L'axe vertical, il va représenter le complexe, J. Et donc, j'ai deux zéros complexes. Là, ici, un à ce niveau-là et l'autre conjugué puisqu'il est complexe. Donc, il a sûrement son conjugué. Et j'ai une solution réelle ici dans la valeur puisque ça, c'est le cercle unité. Hein. Bon, je pense que c'est moins 2. Moins 2, non. 2, 8, 2. Non, non, c'est pas un 2. Puisque j'ai fait cette solution-là, je l'ai résolue avec MATLAB et j'ai pris directement la représentation. D'accord? Un autre exemple, non, on a tout d'abord un système two-pole. Là, on considère que les n sont égales à 0. Donc, dans l'équation, il me reste quoi? Il me reste le B0. Donc, H de Z est égal à H0. Et sur l'équation, on va y revenir tout de suite. Donc, c'est... Attendez une seconde. Si je considère que B, les n sont nuls, les n sont nuls, donc tout va disparaître. Il reste juste pour le P0 ici. P0 sur le dénominateur. Je reviens. Voilà. Donc, je vais avoir B0 sur, bon, là, j'ai fait sortir, voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté tout à l'heure. En général, on considère, on a la première sortie, elle a un coefficient qui est égal à 1. Ce 1-là. Tout à l'heure, on avait la somme des i varie de 0 à 1. Donc, je prends A0, je le considère égal à 1, plus la somme des i varie de 1 à m de AI z moins i. Et comme on l'a fait tout à l'heure, je vais prendre, lorsque j'effectue, je décortique cette somme-là, je vais avoir A0, je vais avoir A1 Z-1, A2 Z-2 jusqu'à AM Z-M. Je prends Zm en facteur, plutôt Z-M en facteur pour avoir cette écriture-là. Ici, j'ai remis à l'intérieur ce 1-là pour avoir juste un signe somme. Regardez que ici, il varie de 1 à m et à ce niveau-là, elle varie de 0 à m. Donc ici, le polynôme dénominateur possède bien sûr m racine et la réponse impuissante de ce système est de type infini. On dit que ce type-là, c'est un système de type infini, à réponse impuissonnelle infinie. D'accord? Et bien sûr, je ne l'ai pas noté ici, regardez, z puissance m, ça veut dire quoi? J'ai m racine m0 à l'origine, puisque lorsque je mets le numérateur égal à 0, je vais avoir m point à l'origine, suivant le degré de m. J'ai un exemple ici, soit x de m qui est égal à 0,2 puissance n multiplié par n u de n moins 1. Bon, là, on a calculé d'abord x de z. Par définition, c'est la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini, xn, z moins n. Donc, on aura à faire la dz de tout ça.
Donc, le UN-1 va me permettre d'éliminer la partie négative jusqu'au point 1. Donc, je vais avoir Z, la somme varie de n varie de 1 à plus l'infini, de 0 de n, Z moins n. Bon, là, vu les propriétés, on peut avoir ces 0,2Z. J'ai utilisé la propriété lorsque je multiplie par n. Nous, on sait que U de n, c'est Z2 sur Z moins A. A puissance n multiplié par U de n, c'est quoi? C'est Z. C'est Z sur Z moins A. Voilà, et comme c'est multiplié par n, la propriété, donc, c'est, bon, elle est quelque part, la propriété, je vais vous la montrer. Et quoi encore? Elle est là. Elle est là. Voilà, c'est celle-là. C'est moins z, la dérivée de x de z sur dz. C'est celle-là que j'ai utilisée. Et j'ai le décalage, donc je vais avoir un z moins k. Où est-ce que est? C'est pas ça. Celle-là. D'accord. Ça, c'est pour le calcul de la transformée en z. Représentation des pôles et des zéros. Bon, j'ai utilisé ma table pour faire cette représentation-là. Regardez, j'ai deux pôles en bas. Ce sont les pôles. J'ai z moins 0,2 au carré. Donc, c'est deux pôles. Une seconde. OK. Ça, c'est pour l'exemple, cet exemple-là. Donc, on va passer à la causalité. Bon, pour la causalité, il faut prendre en considération la région de convergence. Pour un système linéaire invariant discret, on dit qu'il est causal si seulement si sa région de convergence, la partie grise ici, de sa transformée en Z est l'extérieur d'un cercle de rayon R, qui est bien sûr inférieur à l'infini. Donc, incluant Z égale à l'infini. Ça veut dire quoi? Si ma région de convergence est à l'extérieur d'un cercle, jusqu'à l'infini, on dit qu'il est causal. C'est le cas ici. Donc ça, c'est quoi? Lorsqu'on a étudié la transformée en Z, on a trouvé que Z est supérieur à un rayon. Là, c'est pas le cercle unité, un rayon quelconque, R. Donc, lorsque la région de convergence Z est supérieure à R, on dit que le système est causal. R, Z en module, le module de Z est supérieur à R. Si la région Z est inférieure à un rayon R, la région de convergence est sous cette forme-là, on dit qu'il est anticausal. Si on prend l'exemple de l'échelon U de n, vous pouvez le voir que l'échelon a comme transformé en z l'expression z sur z moins 1 avec le module de z supérieur à 1. Et on sait que U de n est causal. Maintenant, si la région de convergence est sous la forme d'un anneau, comme ça, là on considère que le petit R1 c'est la petite flèche et R2 c'est la grande flèche ici. Donc là on dit que cette région, ce système-là, avec cette région-là, est un système mixte. Donc on a une partie qui est causale et une partie qui est anticausale. D'accord? Pour la stabilité, un système linéaire invariant stable, si sa région de convergence
de sa transformée en Z inclut le cercle unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, cet exemple-là, il est causal, pardon, il est stable si Z égale à 1, donc le cercle unité est dans la partie grise, soit ici, soit ici, soit ici. Si le cercle unité est dans la partie grise, on dit que notre système est stable. Ou bien, les pôles de sa fonction de transfert sont à l'intérieur de cercle unité. Donc, les pôles sont de sa fonction de transfert, donc de H de Z, les pôles sont à l'intérieur du cercle unité. Ça veut dire, lorsque je prends les pôles, la valeur des pôles est inférieure à 1. Et je vais dire en module. La valeur des pôles est inférieure à 1. En module est inférieure à 1. Donc, la partie réelle et la partie, pardon, c'est pas en module, mais la partie réelle et la partie imaginaire. S'il est complexe. D'accord? Je dis en général. Donc, maintenant, on va parler de la transformée en Z inverse. Bon, en utilisant soit pour calculer la transformée inverse en Z, la transformée, pardon, en Z inverse, on peut utiliser une table de transformée en Z de signaux élémentaires. Donc, quelle que soit la fonction, je peux la mettre sous forme d'éléments élémentaires et j'utilise la table de transformée en Z. Donc, voilà, écrire la TZ comme la combinaison de transformés élémentaires, retrouver les signaux temporels à partir de transformés dérivés des opérateurs et des propriétés. Donc, les techniques générales de transformer en Z, mais les techniques en général, bien sûr, soit on utilise le tableau qui comprend les transformer en Z élémentaires, soit on utilise les techniques qu'on utilise en général, qui sont l'intégration sur un contour fermé, soit le développement en puissance de Z et de Z-1, soit le développement en fraction élémentaire. C'est par la transformée inverse par intégration, on l'appelle aussi la méthode des résidus. Bon, la relation déterminant x de n à partir de x de z en appliquant l'intégrale de Cauchy. Voilà. L'intégrale de Cauchy est donnée par cette expression. Le théorème de Cauchy permet de préciser que x de n n'est autre que la somme des pôles PI de x de z, résidu de quoi? De l'expression x de z, z puissance n moins 1, lorsque z prend les différents pôles PI. On appelle résidu à un pôle z égale à pi l'ordre q de la fonction de x de z, z puissance n moins 1, les résidus, la quantité suivante. Là, cette expression-là, elle est générale. C'est l'expression générale. Bon, en général, on utilise directement celle-là, mais si on parle, parce qu'en général, bon, si on a des pôles simples, donc la dérivée, donc Q va être égale à 1, on n'a pas de dérivée, on fait directement. Si on a des pôles doubles, on doit passer par cette expression-là. On a un exemple ici de cette méthode-là, soit la transformer en z suivante, x de z égale à z sur z moins i. Ici, je calcule le pôle, j'ai un pôle simple p égale à 1, et le résidu sera calculé comme suit. Résidu 1, c'est la limite. Regardez, voilà. Je calcule ici. La limite, lorsque z prend P1, qui est égal à 1, de quoi? De z moins P1, z puissance, x de z, z puissance n moins 1. Donc, ça va être égal limite
z moins 1, je remplace x de z, c'est z sur z moins 1, multiplié par z moins P1, c'est quoi? C'est 1. Z moins 1. Donc, on va voir que ce pôle-là va être éliminé. Z puissance n moins 1 lorsque z prend la valeur de 1. D'accord? Lorsque z prend la valeur de 1, on a z multiplié par z puissance n moins 1. Donc, le moins 1 va disparaître. Il reste juste z 1 puissance n. Lorsque z égale à 1, on aura 1. Ici, à ce niveau, regardez, je n'ai aucune information sur la région de convergence. Donc, c'est à moi de la définir. Si la région de convergence est l'extérieur d'un cercle, donc z supérieur à 1, parce que le pôle c'est égal à 1. Si z est supérieur à 1, le temps, le signal temporel est causal. Donc, x de n n'est autre que 1 multiplié par u de n. On a dit que z, on parle de causalité lorsque le module de z est supérieur à un certain rayon. Ici, A. Si la région de convergence est l'intérieur d'un cercle, ça veut dire grand Z inférieur à 1, implique que le signe temporel est anticausal, donc ça va être moins U de moins N moins 1. D'accord? On prend un autre exemple. Prenons la transformée en Z suivante. X de Z égale à Z sur Z moins E puissance A. Exposant A. Avec Z, là, regardez, il me précise la région de convergence. Z est supérieur à EA, à constante E. C'est le pôle, de toute façon. Donc, on a un pôle simple qui P1 égale à exponentielle. Et le résidu sera xz, zn-1, toujours, lorsque z prend la valeur de E égale à 1, qui est égal, pardon, la limite, lorsque z tend, bon, lorsque z prend la valeur de P1, qui est exposant A, z moins P1, x de z, zn moins 1. Donc, je remplace x de z, qui est égal à z sur z puissance sur z moins exposant A. Je multiplie par z puissance n moins 1. Là, je simplifie le z moins exponentiel. En haut et en bas, il me reste z multiplié par z n moins 1. Donc, le moins 1 et le 1 vont disparaître. Il me reste le z puissance n lorsque z prend la valeur de A. Et donc, c'est égal à E à n. D'accord? Comme le domaine de convergence est donné, à l'extérieur d'un cercle z supérieur à E1, le signal temporel est causal. Donc, c'est quoi? C'est la somme des résidus. On l'a trouvé ici. Exponentielle de AN multiplié par U de N. On a la deuxième méthode qui concerne la transformée inverse par développement en puissance. Donc ici, on essaye de développer ou avoir la forme de la définition de la transformée en Z. Donc c'est écrire x de z comme une série de puissances de z-1, de z bien sûr. Donc, prendre les coefficients de la série pour le signal temporel, donc x de z, on va écrire sous la forme somme n varie de moins l'infini à plus l'infini, c de n, z moins n. Et ça,
c'est la définition de x de z. Donc, tout simplement, le Cn n'est autre que la transformée et le signal dans le domaine temporel de x de z. C'est pour cela, je l'ai noté ici. Donc, x de n est égal à Cn. On a un exemple. Regardez. Ici, soit la transformée en z suivante x de z est égal à 1 sur 1 moins z moins 3. En utilisant la limite des séries géométriques, cette écriture-là, regardez, c'est comme si j'ai une série géométrique qui est développée. Donc, dans le premier élément, c'est 1. J'ai 1 moins z moins 3 de n lorsque n tend vers plus l'infini. Le premier élément, c'est n égale à 0, ce qui me permet d'écrire cette expression-là comme étant la somme, lorsque n varie de 0 à plus l'infini, de z moins 3 de tout exposant n. Vous voyez? Et là, x de z est égal à la somme de z moins 3n, donc n'est autre que 1 plus z puissance moins 3 plus z puissance moins 6 plus z puissance moins 9, ainsi de suite. Donc, 1, c'est quoi? C'est delta de n. Z de moins 3, c'est delta de n moins 3. Celle-là, c'est delta n moins, n moins 6, pardon, ainsi de suite. Donc, j'ai un pas de 3 toujours. Donc, ça n'est autre que x de n n'est autre que la somme de k varie de 0 à plus infini de delta n moins 3k. Bon, si la fonction complexe x de z est sous la forme d'un rapport de polynôme, on peut faire un développement approché en effectuant la division. Cette division peut être menée suivant les puissances négatives ou positives de z. Donc, si la région de convergence contient l'infini, donc le module de z est supérieur à un certain rayon A, la division doit se faire suivant les puissances négatives de z. Si la région de convergence contient 0, ça veut dire que z est inférieur à un rayon A, la division doit se faire suivant les puissances positives de z. Si la région ne contient ni l'un ni l'autre, la méthode ne peut pas être utilisée directement. Ça, un exemple. Là, on va faire une division. C'est le premier exemple. Donc ici, on va voir avec la région de convergence. Je vois que la région de convergence est supérieure à A. Il me dit quoi? Si la région de convergence contient l'infini, donc Z est supérieur à A, la division doit se faire suivant les puissances négatives. Donc ce que je dois retrouver, ce sont des exposants négatifs, puisque c'est un système causal. Donc, région de convergence extérieure à un cercle implique que le signal est causal. Donc, la division pour avoir une série de z-1. J'ai 1 que je vais diviser par 1 moins a puissance z-1. Donc, le premier élément, c'est toujours... Donc, je veux éliminer ce 1-là. Donc, je multiplie par 1. Et je trouve 1. Et je fais une multiplication. Donc, je vais avoir 1 multiplié par moins a puissance fois z moins 1. Et je fais la soustraction 1 moins cette expression. Donc, je vais avoir 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 0 moins, donc c'est a z puissance moins 1. Maintenant, je veux éliminer le az moins 1. Donc, j'écris a
multiplié par z moins 1. Donc, je multiplie a z moins 1 par 1. Je retrouve le a z moins 1. Et je multiplie a z moins 1 par moins a z moins 1. Je retrouve a carré z moins 2. Là, j'ai fait la soustraction, c'est pour cela j'ai un moins et un plus ici. Donc, j'effectue la soustraction, je retrouve un 0 et il me reste le a au carré z moins 2. Maintenant, je vais éliminer le a carré z moins 2. Donc, ça va être a carré z moins 2 et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai 1 a z moins 1 plus a2 z moins 2. Là, je suis en train de retrouver cette somme-là en bas. Regardez. Bon, j'utilise. Non, c'est juste pour noter. Donc, je suis en train de chercher cette écriture-là. Voilà, cette écriture-là. Donc, lorsque je remplace n par 0, il me donne 1. Je remplace n par moins 1, il va me donner a z moins 1 et ainsi de suite. C'est ce que j'ai trouvé ici par division. Et là, je prends cette écriture-là, je la mets sous cette forme-là et je vais dire que x de n n'est autre que cette valeur-là, cette expression-là, an. Et comme ma région de convergence est à l'extérieur d'un cercle de rayon A, je vais dire que x de n n'est autre que an multiplié par q de n. D'accord? On va prendre l'exemple, le même exemple. Bon, ce qu'elle est. Oh, oh, je ne retrouve pas ma souris. Voilà. 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 Ça. Ah, je reprends le partage. Voilà, pour cet exemple-là. Le deuxième exemple, c'est le même exemple, mais maintenant, je vais travailler avec je vais prendre l'autre cas que z, puisque ici, ma région de convergence me dit que le module de z est inférieur à a. Donc, c'est à l'intérieur d'un cercle. Donc, mon signal est anticausal et la division pour avoir, et on va faire une division pour avoir des exposants de z. D'accord? Regardez. Donc, ici, on va mettre en sorte à avoir des z. Donc, on va multiplier z, le numérateur et le dénominateur. On va retrouver en haut z sur z moins a. Et donc, comme je vais diviser z sur z moins a, bon, je vais placer d'abord la constante avant le z, pour ne pas avoir le z au carré au premier rang. Donc, moins a plus z. Je veux éliminer le z. Donc, je fais quoi? Je multiplie ma constante par
Donc, il faut éliminer cette constante d'abord. Donc, ça va être moins a puissance moins 1. Lorsque j'effectue cette multiplication, il me reste juste le z. Z. Je retrouve moins z. Après, je multiplie. Pardon, je retrouve un z. Ça, c'est le moins, c'est lorsque j'effectue la soustraction. Je l'ai mis directement ici. Maintenant, je multiplie le moins a moins 1 z par z. Je retrouve le z au carré. Moins, ça devient plus. Et j'effectue la soustraction. Je vais avoir z moins z, c'est 0. 0 moins a puissance, moins, j'ai un double moins. A puissance moins z au carré, c'est a au puissance moins z au carré. Maintenant, je veux éliminer ce facteur-là. Je vais poser moins a puissance moins 2 z au carré. Donc, moins a puissance moins 2, lorsque je la multiplie par moins a, ça, elle va me donner a puissance moins 1, a puissance moins 1, z au carré, plus, lorsque je multiplie par le z, je vais avoir moins a moins 2 z puissance 3. Avec le signe moins de la soustraction, j'obtiens ce résultat. Et là, regardez, qu'est-ce que j'ai retrouvé? J'ai retrouvé les coefficients, mais avec des z positives. Ça veut dire quoi? Ça, c'est pas x de 1, mais x de moins 1. Puisque là, j'ai z, regardez, pardon. Bon, voilà. J'ai la même expression que tout à l'heure, signe somme, mais avec des exposants négatifs. Au lieu de z moins, j'ai z plus 1. Si je veux écrire celle-là, je vais voir, c'est la somme des z puissance positive. 1, 2, 3. Ça veut dire que les n que j'ai pris, malheureusement, je n'ai pas écrit la définition ici. Si je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris cette. Ça, je ne peux même pas faire une copie. Pardon, je reviens. Si je remplace ici, moi, j'ai trouvé des exposants positifs pour n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le n que j'ai pris, il est négatif. Je dois ajouter cette partie-là dans mon expression. D'accord? Ça veut dire que les n que j'ai pris sont négatifs. C'est pour cela j'ai ici z puissance 1, 2, 3. Réellement, ce n'est pas Zn, mais c'est Z de moins 1. C'est pour cela, j'appelle ce coefficient-là le x de moins 1, celui-là le plus le x moins 2, plus le x moins 3, ainsi de suite. Et donc, xn égale à moins a puissance n multiplié, puisqu'il est anticausal, par u moins n moins 1. Je pense que vous avez fait la remarque peut-être tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de l'anticausal, j'ai mis un signe moins. Je mets l'exemple. Voilà, le signe moins. Ce signe moins. J'ai dit que la région de convergence à l'intérieur d'un cercle, donc le signal temporel est anticausal, donc x de n, bien que dans le résidu, j'ai trouvé 1. C'est moins u de moins n moins 1. C'est le même exemple qu'on a utilisé, mais avec la constante. Au lieu de 1, c'est 1, ici. Là-bas, dans l'autre exemple, on a pris l'exemple de A. Je reviens.
Voilà, voilà, voilà. Vous voyez d'où vient le signe moins? On le voit dans cet exemple-là. Ah, pardon. Bien sûr, si on a un signal mixte, cette méthode, cette méthode n'est pas applicable. Celle-là, on peut l'utiliser dans le cas de signaux causal ou bien anticausal. S'il est causal et anticausal à la fois, c'est pas possible de faire cette application-là. Maintenant, on va faire la transformée inverse par développement fractionnel. Bon. Développer x de z complexe en un ensemble de fonctions de z simple, transformée inverse connue, ça veut dire on connaît les transformées inverses, et on va appliquer le principe de linéarité de la transformée. Donc, on va décortiquer, si vous voulez, x de z en différents x1 de z, x2 de z, et on va appliquer le principe de linéarité, comme on l'a fait tout à l'heure, on en a parlé déjà. Bon, la classe de transformée en z rationnelle peut toujours s'écrire selon ce principe. Ici, par exemple, soit x de z est égal à 1 sur 1 moins 3 z puissance moins 1 plus 2 z moins 2. Cette fonction admet deux pôles, puisque le degré c'est 2. Donc, qu'on calcule à partir du delta. Donc, je vais avoir P1 égale à 1 et P2 égale à 2, après calcul. Donc, je peux écrire x de z comme étant 1 sur z moins 1, z moins 2. Ou bien, pardon, là il y a une erreur. Si j'ai cette écriture-là, ça veut dire j'ai un z au carré. Il y a une petite erreur là. Parce que là, pour avoir cette écriture-là, ça veut dire j'ai multiplié par z au carré en numérateur et dénominateur pour avoir des degrés positifs. Donc, il manque un z au carré ici. En revenant aux exposants négatifs, on aura z moins 1 moins 1 et 2z moins 1 moins 1. Le z au carré disparaît au numérateur. Et là, je peux l'écrire sous la forme de somme algébrique de deux simples équations. Voilà. Suivant la table de transformée, on aura trois cas selon la région de convergence. Pourquoi ici je parle de trois cas? Parce que je n'ai aucune information sur cette transformée en z. Je ne sais pas où elle converge, donc je vais prendre tous les cas possibles. Donc, maintenant, je sais que la première, regardez, dessus, c'est une amplitude. Celle-là en bas, c'est sous la forme 1 sur 1 moins a z moins 1. Donc, le a, c'est 2. Donc, je vais avoir un 2 puissance n. Si je considère que la région de convergence est à l'extérieur d'un cercle. Donc, ici, celle-là, elle est supérieure à un rayon 2. Et celle-là, elle est supérieure à un rayon de 1. Donc, si la région de convergence de z est supérieure à 2, implique que x de n n'est autre que 2n plus 1. Pourquoi n plus 1? Le 2 puissance n, c'est pour ce 2-là. Le plus 1, c'est pour l'amplitude de ce 2-là. Plus 1 du deuxième, u de n. C'est pas plus. C'est moins. Il y a une erreur aussi de frappe ici, c'est moins. Puisque j'ai l'amplitude moins. Si la région de convergence est inférieure à 1, donc anticausale, donc pour le deuxième, je vais avoir 2n moins 1. Pour le, pour le premier, je vais avoir 2n plus 1. Pour celui-là, c'est moins 1. Le tout plus facteur de moins, puisqu'ils sont anticausales, u de moins n moins 1. Si la région de convergence est un anneau,
Cet anneau ne peut être que z supérieur à 2 inférieur à 1. Et donc, lorsque z est supérieur à 1, ça va être causal. Donc, moins 1 multiplié par u de n. Et inférieur à 2, donc anticausal, donc c'est moins 2 puissance n plus 1, u de moins n moins 1. Si vous voulez, on peut le faire au cet exemple-là au TD.